La salle de bal des Whitmore scintillait tel un royaume fait de glace et de lumière stellaire. 300 bougies projetant leur lueur sur des miroirs peints de motifs de givre qui captaient et multipliaient la lumière jusqu'à ce que l'espace entier semble miroiter d'une magie hivernale. Et Georgiana Fairfax se tenait seule près d'une colonne de marbre, observant la massive horloge ornée sur le mur du fond égrener les minutes jusqu'à minuit, ses mécanismes de laiton visibles à travers le verre, chaque rouage tournant avec une précision inexorable, tandis que les couples se positionnaient sur le parquet poli pour la traditionnelle valse de minuit, leurs rires s'élevant au-dessus de l'orchestre qui jouait doucement dans un coin, attendant le signal pour commencer la danse qui accueillerait 1849 dans la société londonienne. Sa robe rose-thé lui avait semblé si belle lorsqu'elle s'était habillée ce soir-là, sa femme de chambre s'exclamant sur la façon dont la soie complimentait son teint, comment les perles de rocaille cousues dans le corsage captaient la lumière comme des gouttes de rosée. Mais maintenant, Georgiana se sentait remarquée dans son éclat, seule, alors que chaque autre dame dans la pièce se tenait à côté d'un gentleman, leurs visages tournés l'un vers l'autre en prévision du baiser que la tradition exigeait lorsque l'horloge sonnerait les 12 coups. La coupe de champagne dans sa main tremblait légèrement, le liquide doré à l'intérieur captant la lueur des bougies, et elle se força à la saisir plus fermement, à paraître composée même si son cœur martelait contre ses côtes, avec une force que tout le monde pouvait sûrement voir. Sebastian Wentworth, duc d'Ashford, se tenait de l'autre côté de la salle de bal, près des fenêtres où des guirlandes de conifères tombaient du plafond au sol, des rubans d'argent tissés à travers les branches, captant la lumière des lustres de cristal suspendus, et il la regardait droit dans les yeux, ses yeux bleus glaciers qui hantaient ses rêves depuis l'enfance, depuis le jour où son père lui avait dit qu'elle épouserait un jour le fils de son plus cher ami, que leurs avenirs étaient liés par contrat et par honneur, et par les dettes que les soldats doivent à ceux qui leur sauvent la vie au combat. Elle avait 7 ans, alors, et Sébastien en avait 14, trop vieux pour prêter attention à une enfant. Mais elle l'avait observé de derrière les jupes de sa gouvernante et l'avait trouvé le plus beau garçon qu'elle ait jamais vu, brun et sérieux même à l'époque, avec des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver. Maintenant, ses yeux retenaient les siens à travers la salle de bal bondée, alors que l'aiguille des minutes de l'horloge grimpait vers le 12, et à ses côtés se tenait Lady Emmeline Dashwood, une veuve de 28 ans, dont la beauté était du genre que les peintres essayaient de capturer, tout en boucles sombres, peau blanche et lèvres rouges qui se courbaient en un sourire que Georgiana pouvait voir même de cette distance. Les murmures avaient commencé dès l'instant où Lady Emmeline était arrivée au bras de Sébastien, des murmures qui sifflaient à travers la salle de bal comme le vent dans les arbres en hiver, car tout le monde savait que Lady Georgiana Fairfax était fiancée au duc d'Ashford, que le mariage était fixé pour dans 6 semaines, en février, que le contrat de mariage signé à son baptême les liait aussi sûrement que n'importe quel vœu prononcé devant Dieu. Georgiana releva le menton et croisa le regard de Sébastien, refusant de détourner les yeux, même si sa poitrine se serrait avec quelque chose qui ressemblait à une noyade. Et elle le vit se tourner légèrement vers Lady Emmeline, le vit pencher la tête, puis l'horloge commença à sonner. 1, 2, 3. Le son résonna dans la salle de bal et l'orchestre s'enfla dans les premières mesures de la valse de minuit. Et les couples se rejoignirent sur la piste dans un bruissement de soie et de laine, et Sébastien prit le visage de Lady Emmeline entre ses mains. 4, 5, 6. Georgiana comptait chaque coup, car si elle se concentrait sur les chiffres, elle ne crierait pas, ne s'enfuirait pas, ne se briserait pas en morceaux sur ce parquet poli où 300 des plus grands noms de Londres s'étaient rassemblés pour assister à son humiliation. 7, 8, 9. La bouche de Sébastien rencontra celle d'Emmeline, et pourtant ses yeux restaient fixés sur ceux de Georgiana à travers la distance, la retenant épinglée comme un papillon sur le tableau d'un collectionneur,
et elle ne pouvait détourner le regard même si chaque instinct lui hurlait de fuir. 10, 11, 12. Le baiser continua pendant 2 bonnes secondes après le dernier coup, puis Sébastien relâcha Lady Emmeline et commença à traverser la salle de bal d'un pas délibéré, sa tenue de soirée parfaite, son foulard noué avec précision. Son visage aussi inexpressif que du marbre sculpté, et les mains de Georgiana tremblaient si fort que le champagne déborda du bord de sa coupe sur ses doigts gantés. La foule s'écarta pour lui comme la mer. Rouge s'était écarté pour Moïse, les dames retirant leurs jupes, les messieurs se mettant de côté, et les murmures s'élevèrent jusqu'à un rugissement qui remplit les oreilles de Georgiana comme l'océan. « Avez-vous vu » disait-il. Il la regardait tout le temps. Disait-il, « Pauvre Lady Georgiana » disait-il. « Imaginez être forcé d'épouser un homme après une telle humiliation » disait-il. Et elle resta figée alors que Sébastien approchait, alors qu'il s'arrêtait devant elle et la regardait de haut avec ses yeux d'Ève qui ne révélaient rien de ce qui se cachait en dessous. « Le contrat tient, » dit-il, sa voix plate et froide comme un vent de janvier. « Nous nous marions comme prévu. Cela ne change rien. » Les mots la frappèrent comme des pierres et elle lutta pour garder sa voix stable en demandant « Alors pourquoi, votre grâce, pourquoi faire cela publiquement ?» Et même à ses propres oreilles, elle sonnait comme une Hollande, déconcertée et blessée, incapable de comprendre la cruauté des adultes. L'expression de Sébastien ne changea pas la moindre lueur d'émotion ne traversa ses traits lorsqu'il répondit « Parce que j'avais besoin que vous compreniez les termes de notre arrangement dès le début. Puis, comme un couteau glissant entre ses côtes, je ne serai un mari que de nom et de devoir. Et enfin, mon cœur est ailleurs. » Georgiana sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, comme la glace sur un étang gelé. Sentit la fracture se propager dans tout son corps, mais 22 ans d'entraînement au maintien et à la dignité la maintinrent droite, gardèrent son visage composé même si son monde basculait et se reformait en quelque chose d'inconnaissable. Elle avait su, bien sûr qu'elle l'avait su, que leur mariage était une obligation plutôt qu'une affection, que Sébastien ne l'avait jamais courtisée, ni écrit de poèmes, ni apporté de fleurs comme le faisaient les prétendants dans les romans, mais elle avait espéré, ô combien stupidement elle avait espéré, que peut-être, avec le temps, ils pourraient trouver une certaine mesure d'estime l'un pour l'autre, une base sur laquelle construire une vie. Maintenant, il se tenait devant elle et annonçait que son cœur était ailleurs, qu'il appartenait à la belle veuve qui, même à cet instant, regardait de l'autre côté de la salle de bal avec un sourire qui parlait de victoire, et Georgiana comprit avec une clarté parfaite que son avenir serait un désert de solitude habillé de soie et de bijoux. La musique continuait, les couples tourbillonnant dans la valse, leurs visages flous par le mouvement et par les larmes que Georgiana refusait de laisser couler. Et elle réalisa qu'elle et Sébastien se tenaient absolument immobiles au centre de tout ce mouvement, un îlot de misère dans un océan de célébration. Elle voulait lui demander pourquoi il la détestait, ce qu'elle avait fait pour mériter cette dégradation publique, mais la fierté garda les questions enfermées derrière ses dents, car elle ne supplierait pas, ne plaiderait pas pour des miettes de gentillesse d'un homme qui venait d'embrasser une autre femme, tout en la fixant dans les yeux comme pour marquer l'image dans son âme. Au lieu de cela, elle dit, d'une voix qui ne tremblait que légèrement, « Je comprends parfaitement. Votre grâce. » Puis, parce qu'elle ne pouvait supporter de rester là un instant de plus sous son regard arctique, « Je me trouve indisposée. Veuillez m'excuser. » Elle se tourna et se dirigea vers les portes qui menaient à la terrasse, chaque pas mesuré et prudent, la colonne vertébrale droite comme une lame d'épée, et elle sentit les yeux de 300 invités la transpercer dans le dos, sentit leur pitié comme des mains s'agrippant à ses jupes, essayant de la tirer vers le bas. L'air froid du dehors frappa son visage comme une bénédiction, et elle l'aspira à pleine goulée. S'appuyant contre la balustrade de pierre,
et regardant les jardins couverts de givre qui s'étendaient dans l'obscurité, et ce n'est qu'alors qu'elle permit à une seule larme de tracer son chemin sur sa joue. Derrière elle, la salle de bal flamboyait de lumière et de musique. Sébastien se tenant sans doute de nouveau avec Lady Emmeline, acceptant les félicitations de ses amis, prétendant qu'il n'avait pas juste détruit un autre être humain pour des raisons que Georgiana ne pouvait commencer à comprendre. Le contrat tient, avait-il dit, et elle savait que c'était vrai parce que la signature de son père la liait aussi sûrement que des chaînes, parce que le contrat de mariage avait été rédigé avant qu'elle ne puisse marcher, parce que l'honneur et le devoir exigeaient qu'elle aille jusqu'au bout de ce mariage, même si ce serait une parodie, un arrangement commercial habillé de fleurs d'oranger et de dentelle. 6 semaines, pensa-t-elle, 6 semaines avant qu'elle ne devienne la duchesse d'Ashford, avant qu'elle ne lie sa vie à un homme qui avait annoncé devant toute la société londonienne que son cœur appartenait à une autre, et l'avenir s'étendait devant elle comme une nuit d'hiver sans fin, sans promesse de printemps. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Le manoir d'Ashford se dressait contre le ciel gris de janvier comme sorti d'un roman gothique, tout en pierre sombre. Fenêtres étroites et cheminées qui s'élevaient comme des doigts accusateurs vers les nuages. Et Georgiana se tenait dans le hall d'entrée avec ses malles empilés autour d'elle, se demandant si elle n'était pas descendue dans quelque cercle de l'enfer que Dante avait omis de mentionner. La duchesse douairière d'Ashford, la grand-mère de Sébastien, était apparue à la demeure des Fairfax 3 semaines après le bal désastreux avec une déclaration qui ne souffrait aucune contestation. Le couple fiancé vivrait sous le même toit jusqu'au mariage, afin que Georgiana puisse apprendre les us et coutumes de la maisonnée et ses futures fonctions de duchesse, et de plus, avait ajouté la douairière avec un regard perçant qui rappelait à Georgiana un faucon observant sa proie. « Mon petit-fils a besoin d'être surveillé pour s'assurer qu'il ne commette pas d'autres stupidités avant la cérémonie. » La mère de Georgiana s'était agitée et avait protesté, mais la douairière avait simplement levé un sourcil impérieux et en quelques heures, Georgiana se retrouva installée dans des appartements au 2e étage de l'immense manoir jacobéen, des pièces décorées dans des tons de bleu pâle et d'argent qui étaient sans aucun doute magnifiques et qui, tout aussi sans aucun doute, ressemblaient à une très élégante cellule de prison. Le lit était drapé de soie, le secrétaire incrusté de nacre, les fenêtres tendues de damas qui coûtaient probablement plus que ce que la plupart des familles gagnaient en un. Mais ce qui attira l'attention de Georgiana avec une fascination horrible fut la porte encastrée dans le mur en face de son lit, une porte en chêne sombre sculptée avec une poignée en laiton qui ne tournait pas lorsqu'elle l'essaya. Verrouillée de l'autre côté, et elle sut sans qu'on le lui dise qu'au-delà de cette porte se trouvaient les appartements de Sébastien. La douairière lui avait tapoté la main ce premier soir et avait dit « Mon petit-fils est un imbécile, mon enfant, mais il n'est pas cruel par nature. Quelque chose s'est brisé en lui. Je soupçonne que vous pourriez être celle qui le réparera si vous êtes assez courageuse. » Puis elle était sortie d'un pas majestueux, laissant Georgiana seule à contempler un avenir dans lequel elle dormirait chaque nuit, avec seulement une porte verrouillée entre elle et un homme qui l'avait publiquement humiliée, tout en déclarant que son cœur appartenait à une autre femme. La première semaine se passa dans un brouillard de terreur et d'évitement prudent. Georgiana apprenant les couloirs labyrinthiques du manoir d'Ashford comme un prisonnier pourrait cartographier les murs de sa cellule, découvrant la salle de bal enveloppée de housses de toile, la véranda où les plantes poussaient en profusion sauvage, le salon de musique avec son piano-forte qui prenait la poussière, et enfin, niché dans une tour au 3e étage, la bibliothèque. C'était une pièce circulaire tapissée du sol au plafond de livres, leur dos de cuir luisant à la lumière du feu qui semblait toujours y brûler, même lorsque personne n'était présent, et de hautes fenêtres
donnait sur des jardins maintenant couverts de neige, les branches nues des arbres dessinant des motifs noirs sur le sol blanc. Georgiana commença à y passer ses après-midi. En partie parce que la bibliothèque était la seule pièce de toute la maison qui semblait chaude, le feu crépitant joyeusement, tandis que le reste du manoir d'Ashford restait froid comme un tombeau, et en partie parce qu'elle n'y rencontrait jamais Sébastien, celui-ci n'ayant apparemment aucune utilité pour les livres, l'érudition ou quoi que ce soit qui pourrait apporter du réconfort. Elle lisait des romans pour échapper à ses pensées, de la poésie pour se rappeler que la beauté existait encore quelque part dans le monde, et des traités sur la gestion de domaines, car elle supposait qu'elle devait apprendre quelque chose d'utile sur les devoirs qui lui incomberaient en tant que duchesse. C'est le 5e jour dans la bibliothèque qu'elle remarqua le bureau, un meuble massif en noyer avec des ferrures en laiton, positionné près d'une des fenêtres où la lumière tomberait dessus pendant la journée. Et la curiosité l'attira à l'examiner de plus près, à passer ses doigts sur le bois lisse et à se demander quelle correspondance un duc pouvait mener à un tel bureau. Le tiroir central coinça légèrement quand elle le tira, ne révélant rien de plus intéressant que du papier vierge et des bâtons de cire à cacheter, mais quand elle le referma, elle entendit un déclic. Et soudain, un compartiment secret s'ouvrit brusquement sur le côté du bureau, un espace pas plus grand qu'un livre, doublé de velours vert et contenant une liasse de lettres nouée par un ruban et un petit portrait dans un cadre doré. Georgiana savait qu'elle devrait refermer le compartiment, s'éloigner et oublier qu'elle avait découvert cet endroit secret. Mais ses mains bougèrent d'elles-mêmes, soulevant d'abord le portrait, et elle se retrouva à regarder l'image d'un jeune Sébastien, peut-être de 23 ou 24 ans, son bras autour d'une fille d'une beauté extraordinaire, des boucles sombres tombant sur ses épaules, les yeux brillants de rire, son visage incliné vers le sien, avec une adoration si évidente que Georgiana sentit sa poitrine se serrer. L'inscription au dos disait « Sébastien et Eliza, pour toujours, 1843 », et les mains de Georgiana se mirent à trembler alors qu'elle posait le portrait et attrapait les lettres, dénouant le ruban avec des doigts qui tâtonnaient sur le nœud. L'écriture était audacieuse et passionnée. Celle de Sébastien supposa-t-elle bien qu'elle n'ait jamais vu son écriture, et les mots sautaient de la page avec une intensité qui la fit rougir. « Ma chère je compte les heures jusqu'à ce que je puisse te tenir à nouveau dans mes bras. Chaque moment loin de toi est un tourment. Je rêve du jour où nous n'aurons plus besoin de cacher notre amour au monde, mais pourrons nous réclamer l'un l'autre devant Dieu et la société. » Les lettres continuaient sur ce ton, des douzaines, s'étalant sur ce qui semblait être 2 ans. Et Georgiana les lut avec une douleur croissante dans la poitrine, car voici la preuve que Sébastien Wentworth était capable de sentiments profonds, de poésie, de passion et de dévotion, mais pas pour elle, jamais pour elle. La lettre la plus récente de l'alias était différente, l'écriture féminine et élégante, et elle commençait par « Monseigneur le Duc », suivie de menaces formulées en termes polis. « À moins que vous n'honoriez vos promesses envers moi, je serai forcé de révéler la vérité sur la mort d'Eliza et votre rôle dans celle-ci. Le scandale détruira nos 2 familles, mais je m'aperçois que je n'en ai plus cure. Le chagrin m'a rendue imprudente, et vous me devez réparation pour ce que vous m'avez pris. » C'était signé simplement « E », mais ce « E » n'était clairement pas le même « E » des déclarations passionnées de Sébastien. Et Georgiana eut l'impression de tenir les pièces d'un puzzle qui refusait de former une image cohérente. Elle était si absorbée à essayer de comprendre ce qu'elle avait découvert qu'elle n'entendit pas les pas dans les escaliers de la tour, ne remarqua pas la porte s'ouvrir, ne réalisa pas qu'elle n'était plus seule jusqu'à ce que la voix de Sébastien tranche le silence comme une lame. « Ceci est privé. » Elle haleta et se retourna brusquement, les lettres s'éparpillant de ses genoux sur le sol, le portrait serré dans ses mains, et Sébastien se tenait dans l'embrasure de la porte, portant encore ses vêtements d'équitation, ses cheveux sombres ébouriffés par le vent, son visage un masque de quelque chose qui aurait pu être de la colère ou de la douleur, elle ne pouvait le dire. « Je suis désolée,
balbutia-t-elle. Je ne voulais pas être indiscrète. Le compartiment s'est ouvert par accident et je n'aurais pas dû les lire. Je sais que je n'aurais pas dû. Mais Sébastien traversait déjà la pièce à grandes enjambées et elle se prépara à sa fureur, à des accusations et des exigences qu'elle quitte sa maison immédiatement. Au lieu de cela, il s'arrêta devant le meuble-bar encastré dans les étagères, sortit une bouteille de whisky et 2 verres, versa de généreuses mesures dans les 2 et lui en tendit un. Sa main était parfaitement stable, mais Georgiana vit quelque chose vaciller dans ses yeux, une fissure dans la glace, et elle prit le verre avec des doigts tremblants, son cœur martelant si fort qu'elle se sentit étourdie. Sébastien vida la moitié de son whisky d'une seule traite, puis regarda le portrait qu'elle tenait encore et dit d'une voix rauque comme du gravier « Elle était belle, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, mais Georgiana répondit quand même, sa voix douce. « Vous deviez l'aimer beaucoup. » Sébastien rit, mais il n'y avait pas d'humour dans le son. Seulement une amertume qui semblait remplir toute la pièce circulaire, résonnant contre les livres, les fenêtres et les portraits d'austères ancêtres Wentworth qui pendaient entre les étagères. « L'amour est une arme, Lady Georgiana, dit-il. Il détruit tout ce qu'il touche. » La lumière du feu projetait des ombres sur son visage, le faisant paraître plus vieux que ses 29 ans, et Georgiana se surprit à demander « Alors pourquoi embrasser Lady Emmeline, si l'amour est si dangereux ?» Sébastien finit son whisky et s'en versa un autre, ses mouvements contrôlés mais sa mâchoire serrée. Et quand il parla enfin, ses mots vinrent lentement comme s'ils étaient tirés d'un endroit profond qu'il gardait habituellement verrouillé. « Parce que certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées, dit-il. Eliza est morte à cause de moi. La haine d'Emmeline est méritée. » Georgiana posa son propre verre, le whisky intact, car elle avait besoin de toutes ses facultés pour cette conversation, et elle s'entendit dire avec une conviction qui la surprit « La maladie n'est pas de votre faute. Votre grâce. Vous le savez sûrement. » Sébastien se tourna pour la regarder pleinement pour ce qui sembla être la première fois depuis son arrivée au manoir d'Ashford, la regarder vraiment, et elle vit la surprise traverser ses traits. « Vous me défendriez, demanda-t-il, après ce que je vous ai fait. » Georgiana croisa son regard et dit calmement « J'essaie de vous comprendre, il y a une différence. » Quelque chose changea dans l'air entre eux, un changement subtil dans la qualité du silence, et Sébastien se dirigea vers l'un des fauteuils en cuir près du feu, lui faisant signe de prendre l'autre. La neige tombait doucement à l'extérieur des fenêtres, les flocons captant la lumière du feu en passant, et Georgiana s'installa dans le fauteuil, le portrait toujours entre ses mains, attendant. Sébastien fixa les flammes et commença à parler, sa voix basse et hésitante au début, puis gagnant en force à mesure que les mots venaient plus vite. « Eliza était la sœur cadette d'Emmeline, dit-il, de 4 ans sa cadette, et elle était tout ce qui était lumière, joie et beauté. Et je l'ai aimée dès l'instant où je l'ai vue pour la première fois à une assemblée de campagne quand j'avais 23 ans, et elle en avait 18. Nous nous sommes courtisés en secret parce que ses parents lui avaient déjà arrangé un mariage avec un comte âgé qui pouvait payer leurs dettes. Et j'étais promise à vous par contrat, bien que vous ne fussiez qu'une enfant, et nous nous pensions si malins, nous rencontrant dans des coins cachés de jardin, échangeant des lettres par des domestiques soudoyés, planifiant une fugue qui nous libérerait tous les deux de nos obligations. » Il s'arrêta pour boire plus de whisky, et Georgiana vit ses mains trembler légèrement en abaissant le verre. « Il y a 6 ans, continua-t-il, nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer à minuit dans la folie sur le domaine de son père. Nous allions nous enfuir cette nuit-là même à Gretna Green, mais quand je suis arrivé, Eliza était bouleversée, en larmes, disant qu'elle ne pouvait pas le faire, ne pouvait supporter de jeter le scandale sur sa famille. Et moi, il s'arrêta, prit une inspiration qui semblait douloureuse. Je lui ai dit qu'elle avait raison, que nous devions attendre, trouver un autre moyen, et elle m'a regardé comme si je l'avais trahi, a dit que je ne l'aimais pas assez pour tout risquer,
Puis elle est sortie en courant sous un orage qui avait éclaté soudainement, a couru sans sa cape ni son chapeau, et le temps que je la rattrape, elle s'était effondrée dans la boue, trempée et grelottante. La voix de Sébastien était devenue plate, sans émotion, comme s'il récitait des faits sur la vie de quelqu'un d'autre. « Je l'ai ramenée à la maison, » dit-il, mais le mal était fait. En 2 jours, la fièvre s'est installée, et en 1 semaine, elle était morte. Et avec son dernier souffle, elle m'a maudit pour ma lâcheté, m'a dit que je l'avais tuée aussi sûrement que si j'avais mis un couteau dans son cœur. Georgiana sentit des larmes piquer ses yeux. Non pas pour elle-même, mais pour cet homme brisé devant elle, portant la culpabilité de quelque chose qui était une tragédie et non un crime, et elle demanda doucement « Et Lady Emmeline ?» Le rire de Sébastien fut à nouveau amer. « Emmeline avait encouragé la fugue, dit-il, avait aidé à organiser nos rencontres, avait promis de couvrir les absences d'Elisa, et quand sa sœur est morte, elle avait besoin de quelqu'un à blâmer, je suppose, avait besoin de croire que c'était de ma faute plutôt qu'un simple malheur, et donc elle me le fait payer depuis, menaçant de révéler le projet de fugue qui ruinerait en effet nos 2 familles, les Dashwood pour avoir permis un tel comportement et les Wentworth pour avoir tenté de rompre un contrat de mariage. Le baiser de minuit était le prix de son silence continu, une humiliation publique pour correspondre à ma culpabilité privée. Georgiana posa soigneusement le portrait sur la petite table entre leurs chaises et se pencha en avant, ses yeux scrutant le visage de Sébastien. « C'est pour ça que vous avez été si cruel, dit-elle. Non pas une question, mais une prise de conscience. Vous essayez de protéger l'honneur de votre famille, même au détriment de mes sentiments. » Sébastien croisa son regard, et pour la première fois, elle vit une véritable émotion dans ses yeux bleus glaciés, du regret, de la honte et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « Je pensais que si je clarifiais les termes dès le début, dit-il doucement, si je m'assurais que vous compreniez que je ne pouvais offrir qu'un nom et une fortune. Vous pourriez trouver un moyen de construire une certaine mesure de contentement dans les espaces que je ne pouvais pas combler. » Mais alors il détourna le regard, sa mâchoire se crispant. « Je vois maintenant que je n'ai fait qu'infliger une douleur inutile, et pour cela, je suis désolé. » Les excuses restèrent en suspens dans l'air entre eux, fragiles comme les flocons de neige qui tombaient encore dehors, et Georgiana sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, un nœud serré de colère et de blessure, commençant à se dénouer, parce qu'ici enfin il y avait de l'honnêteté, ici il y avait la vérité sous la cruauté. Et bien que cela n'effaçât pas ce qu'il avait fait, cela lui donnait quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver, la compréhension. Ils restèrent assis en silence un long moment, le feu crépitant, la neige tombant. Et finalement, Georgiana dit « Parlez-moi d'elle, d'Elisa, de ce qu'elle aimait, de ce qui la faisait rire. » Et Sébastien la regarda avec une telle surprise qu'elle ajouta « Si je dois vivre dans l'ombre de sa mémoire, j'aimerais savoir qui elle était. » Alors Sébastien parla, de manière hésitante au début, puis avec plus d'aisance, décrivant une jeune fille qui aimait les fleurs sauvages et la poésie, qui pouvait faire rire n'importe qui avec ses imitations de douairière guindée, qui rêvait de voyager en Italie et d'apprendre à peindre. Et Georgiana écoutait, posait des questions, et lentement, si lentement, elle commença à voir Sébastien se transformer, passant du duc froid qui avait embrassé une autre femme tout en la fixant dans les yeux à un homme capable de chagrin, d'amour et d'une terrible culpabilité. Un homme qui peut-être, avec du temps, de la patience et de la compréhension, pourrait réapprendre à vivre au lieu de simplement exister en pénitence pour une tragédie qui n'avait jamais été vraiment de sa faute. La serre se tenait à l'extrémité des jardins à la française, comme un palais entièrement fait de verre et de lumière, ses panneaux captant le faible soleil de février et le transformant en quelque chose de magique, et Georgiana la découvrit tout à fait par hasard le 10e matin de son séjour au manoir d'Ashford, lorsqu'elle suivit un sentier de gravier
qui serpentait à travers des rosiers nus et des arbres squelettiques pour trouver cet Éden inattendu, où l'été vivait perpétuellement malgré le gel extérieur. Elle resta un long moment à l'entrée, son souffle formant des nuages dans l'air froid, et à travers le verre, elle pouvait voir Sébastien se déplacer parmi les rangées d'orchidées, son manteau jeté, ses manches de chemise retroussées jusqu'aux coudes, ses cheveux sombres tombant sur son front alors qu'il se penchait pour examiner une fleur particulière. Et il avait l'air si différent du duc rigide qu'elle avait appris à connaître qu'elle faillit ne pas le reconnaître. La chaleur la frappa comme un mur lorsqu'elle poussa la porte, l'air humide, épais de l'odeur de la terre et des choses en croissance, et des fleurs exotiques s'épanouissaient en profusion émeutière, des violets, des roses, des blancs et des jaunes disposés en rangées soignées qui créaient une galerie vivante de couleurs. Sébastien leva les yeux au son de la porte et se figea, une truelle dans une main, la surprise évidente sur son visage. Et Georgiana se sentit comme une intruse dans ce sanctuaire privé, sentit qu'elle devrait s'excuser et se retirer, mais au lieu de cela, elle s'entendit dire « Je ne savais pas que vous étiez jardinier ». Il posa soigneusement la truelle et se redressa, brossant la terre de ses mains, et après une pause qui s'éternisa, il répondit « J'ai construit cet endroit il y a 6 ans, puis, comme si les mottes lui étaient arrachées, pour Eliza, elle aimait les fleurs. » Georgiana hocha la tête, la compréhension l'inondant, et elle dit doucement « Puis-je rester, ou préférez-vous la solitude ?» Et Sébastien la regarda avec une expression qu'elle ne put tout à fait déchiffrer, avant de faire un geste vers les rangées d'orchidées, et de dire « Vous êtes la bienvenue ici. » Ainsi commença une routine qui façonna les 4 semaines précédant le mariage, Georgiana se levant tôt chaque matin pour rejoindre Sébastien dans la serre, s'asseyant d'abord silencieusement sur un banc près de la porte pendant qu'il travaillait, se contentant de regarder ses mains douces parmi les fleurs délicates, et progressivement, au fil des jours, s'aventurant plus près pour poser des questions sur les plantes, leurs soins, leurs origines. Il répondit à ces questions avec une patience à laquelle elle ne s'attendait pas, expliquant que les orchidées étaient difficiles à cultiver, capricieuses et particulières, nécessitant des conditions exactes de lumière, d'eau et de température, mais que lorsqu'elles fleurissaient, l'effort en valait la peine. Elle se mit à parler aussi, timidement au début, du livre qu'elle lisait, ou d'une règle absurde de la société qui n'avait aucun sens lorsqu'on l'examinait logiquement. Et à sa surprise, Sébastien souriait parfois, de petites contractions de sa bouche qui transformaient entièrement son visage, le faisant paraître plus jeune et moins accablé. Un matin, elle posa des questions sur les comptes du domaine, et il passa 1 heure à lui expliquer les complexités de la gestion des fermes, des tenanciers et des investissements, traitant ces questions avec sérieux plutôt qu'avec la condescendance à laquelle elle s'était attendue, et elle réalisa avec un sursaut qu'elle appréciait ces conversations, appréciait la façon dont son esprit fonctionnait, logique et approfondi, appréciait les rares moments où il oubliait de maintenir sa distance prudente, et lui parlait simplement comme il l'aurait fait à une amie. La serre devint un monde à part du manoir d'Ashford, avec ses couloirs froids et ses portraits austères, une poche chaude de vie au milieu de l'hiver. Et Georgiana se surprit à compter les heures jusqu'au matin où elle pourrait s'échapper dans ce sanctuaire de verre où Sébastien n'était pas le duc qui l'avait humilié, mais simplement un homme qui aimait cultiver des choses et qui peut-être apprenait à ne pas tressaillir quand elle s'approchait. 3 semaines avant le mariage, elle arriva pour le trouver debout, immobile, devant une orchidée particulière, aux pétales rose pâle avec des centres violettes, la fleur parfaitement formée et d'une beauté à fendre le cœur, et elle sut avant qu'il ne parle ce qu'il allait dire. « Sa préférée », dit doucement Sébastien, sa voix rauque d'émotion, et Georgiana resta silencieuse, le laissant vivre ce moment de deuil. Puis il fit quelque chose qui la figea de stupeur. Il tendit la main et coupa la fleur avec une précision minutieuse,
la berça dans sa paume comme si elle était faite de verre filé, et se tourna vers l'endroit où elle se tenait à le regarder. Il s'approcha d'elle à pas lents, les yeux fixés sur son visage, cherchant quelque chose, et quand il l'atteignit, il souleva l'orchidée et l'épingla soigneusement à sa cape, ses doigts effleurant sa clavicule à travers le tissu, le contact bref mais brûlant. Eliza voyait la beauté en toute chose, dit-il, ses mains toujours près de sa gorge, ajustant la fleur pour qu'elle repose parfaitement contre la laine vert foncé. Je pense qu'elle l'aurait vue en vous immédiatement. Georgiana sentit son souffle se couper, sentit la chaleur monter à ses joues, et elle toucha l'orchidée avec des doigts respectueux, comprenant la signification de ce cadeau, de cette offrande de quelque chose de précieux. « Vous m'honorez avec cette comparaison, » dit-elle doucement, bien que je doute de la mériter. Les mains de Sébastien retombèrent, mais il ne recula pas, et elle pouvait voir des paillettes d'or dans ses yeux bleus glaciers de si près, pouvait voir la façon dont sa mâchoire se serrait alors qu'il disait « Vous êtes plus forte qu'elle ne l'était, la force est une forme de beauté en soi. » C'était le premier compliment qu'il lui faisait, la première fois qu'il la regardait et voyait quelque chose digne d'admiration. Et Georgiana sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine, quelque chose de fragile et de nouveau qu'elle avait peur d'examiner de trop près. Ils restèrent là un long moment, entourés d'orchidées, de chaleur humide et du son de l'eau s'égouttant du système d'irrigation. Puis Sébastien s'éclaircit la gorge et recula, et le charme fut rompu, mais l'orchidée resta épinglée à sa cape, une preuve tangible que quelque chose était en train de changer entre eux. Cet après-midi-là, Georgiana était assise dans ses appartements, essayant de lire mais incapable de se concentrer, ses doigts s'égarant constamment pour toucher l'orchidée qu'elle avait placée dans l'eau à côté de son lit, et elle était si absorbée par ses pensées qu'elle n'entendit pas l'agitation en bas jusqu'à ce que sa femme de chambre fasse irruption en annonçant que Lady Emmeline Dashwood était arrivée et demandait à voir le duc. Le premier instinct de Georgiana fut de rester cachée, de laisser Sébastien gérer la sœur de son ancien amour sans témoin. Mais ensuite elle pensa à son visage dans la serre ce matin-là, à la façon dont il l'avait regardée en épinglant l'orchidée à sa cape, et elle se retrouva à se diriger vers les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Elle atteignit le grand salon pour trouver Sébastien debout, rigide, devant la cheminée, tandis que Lady Emmeline arpentait le sol, son beau visage tordu de colère, et aucun d'eux ne remarqua Georgiana dans l'embrasure de la porte, alors qu'Emmeline disait d'une voix aussi tranchante que du verre brisé. « Vous ne pouvez pas simplement me rejeter après tout ce que j'ai sacrifié, après tout ce que vous devez à la mémoire d'Eliza. » La voix de Sébastien était basse et contrôlée, mais Georgiana pouvait entendre la tension sous-jacente. « J'ai fait ce que vous avez demandé, je vous ai embrassé au bal, j'ai humilié ma fiancée publiquement, la dette est payée. » Emmeline se retourna brusquement pour lui faire face, le froufrou de ses jupes de soie, et son rire fut amer. « Ce n'était que le commencement, » dit-elle. « Voici mes véritables conditions. Vous m'installerez comme votre maîtresse après le mariage, me fournirez une maisonnée sur le domaine, une allocation généreuse, un accès à la société en tant que votre compagne. C'est ce qu'Eliza aurait voulu, que l'on prenne soin de moi. » Georgiana sentit les mots comme des coups, sentit son espoir nouvellement né s'effondrer en cendres. Mais ensuite elle regarda le visage de Sébastien et vit non pas l'acceptation, mais l'angoisse. Le vit piégé entre la culpabilité et une résistance croissante, et avant qu'elle ne puisse y réfléchir, elle entra dans la pièce et dit clairement « Ce n'est pas ce qu'une sœur aimante voudrait, vous déshonorez sa mémoire avec ses exigences. » Sébastien et Emmeline se tournèrent tous les deux pour la regarder, l'expression d'Emmeline passant du choc à la fureur, tandis que celle de Sébastien montrait quelque chose comme de l'émerveillement, et Georgiana sentit ses mains se mettre à trembler, mais garda sa voix stable en continuant « Vous n'aimiez pas Eliza, Lady Emmeline, ou vous n'utiliseriez pas sa mort comme monnaie d'échange pour acheter votre propre confort.
Le beau visage d'Emmeline se tordit de rage, et elle siffla. « Comment osez-vous parler de choses que vous ne pouvez pas comprendre? Vous ne savez rien de l'amour ou de la perte. Vous n'êtes qu'une fille mariée pour la convenance de sa famille. » Georgiana releva le menton et croisa le regard d'Emmeline sans ciller, même si son cœur martelait si fort qu'elle se sentit étourdie. « Je sais que l'amour n'exige pas un paiement sans fin pour une tragédie, » dit-elle. « Je sais qu'une sœur qui se souciait vraiment du bonheur d'Elisa voudrait que l'homme qu'elle aimait trouve la paix, pas qu'il reste enchaîné à la culpabilité pour toujours, et je sais que vos exigences n'ont rien à voir avec l'honneur des morts et tout à voir avec votre propre cupidité. » Le silence qui suivit fut absolu, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge ornée sur le manteau de la cheminée, puis Sébastien parla, sa voix claire et ferme d'une manière que Georgiana n'avait jamais entendue auparavant. « Non, » dit-il, et le seul mot sembla remplir toute la pièce. Emmeline se tourna vers lui, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Qu'avez-vous dit ?» exigea-t-elle. Sébastien s'éloigna de la cheminée, vint se tenir à côté de Georgiana, ne la touchant pas mais assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps. « J'ai dit non ?» répéta-t-il. « La dette est payée, Lady Emmeline. Je vous ai donné l'humiliation publique que vous avez exigée. J'ai porté la culpabilité pendant 6 ans pour une tragédie qui n'était la faute de personne. Mais je ne vous donnerai pas cela. Je ne déshonorerai pas mon mariage avant même qu'il n'ait commencé. Je ne vous installerai pas comme ma maîtresse. Et je ne vous permettrai pas de continuer à utiliser la mémoire d'Eliza comme une arme. Vous quitterez le manoir d'Ashford immédiatement, et vous ne reviendrez pas. » Le visage d'Emmeline devint blanc puis rouge, ses mains se crispèrent en poings à ses côtés, et elle cracha. « Vous le regretterez. Je raconterai à tout le monde la fugue. Je vous ruinerai, vous et votre précieuse épouse. » L'expression de Sébastien ne changea pas, mais sa voix descendit à quelque chose de froid et de dangereux. « Si vous le faites, » dit-il calmement, « je ferai savoir que vous avez encouragé et facilité les rencontres secrètes de votre sœur, que vous avez aidé à planifier une fugue qui aurait jeté le scandale sur votre famille. Et je révélerai que la maladie d'Eliza a commencé la nuit où elle m'a rencontré, parce que vous lui avez dit que notre rendez-vous était à la folie. Alors qu'en fait, je lui avais écrit pour dire que nous devrions nous rencontrer à la maison, à l'abri des intempéries. Vous avez changé le lieu, et elle s'est rendue au mauvais endroit, attendant sous la pluie pendant 1 heure avant que je ne la trouve. » Le visage d'Emmeline se vida de toute couleur, et elle recula d'un pas. « C'est un mensonge, » murmura-t-elle, mais sa voix tremblait, et Georgiana sut avec une certitude soudaine que ce n'était pas du tout un mensonge, que c'était la vérité que Sébastien avait portée seul, que la culpabilité d'Emmeline était encore plus grande que la sienne. « Partez, » dit Sébastien, sa voix implacable, « et n'approchez plus jamais ni moi ni ma femme. Si vous le faites, je vous détruirai sans hésitation. » Emmeline les regarda tour à tour, son beau visage maintenant laid de rage et de peur. Puis elle se tourna et s'enfuit, ses pas résonnant dans le hall de marbre, et quelques instants plus tard, ils entendirent le bruit de sa voiture partant en toute hâte. Georgiana réalisa qu'elle tremblait, son souffle venant trop vite, et Sébastien se tourna vers elle avec une expression d'une émotion si brute qu'elle ne put détourner le regard. « Tu m'as défendu, » dit-il, sa voix émerveillée. « Pourquoi ?» Georgiana croisa ses yeux et dit « Parce que ce qu'elle demandait était mal. » Puis, hésitante, « Parce que tu n'es pas le méchant que tu crois être. » Sébastien tendit lentement la main, lui laissant le temps de reculer, et quand elle ne bougea pas, il prit sa main entre les siennes, son contact chaud et solide. « Je t'ai été cruel, » dit-il doucement. « Je t'ai blessé et humilié, et je t'ai traité comme si tu n'étais qu'une obligation, mais tu ne m'as montré que de la compassion et de la compréhension. Et aujourd'hui tu t'es tenu à mes côtés, alors que tu avais tout à fait le droit de laisser les exigences d'Emmeline détruire le peu de paix que j'ai trouvé. Je ne mérite pas ta bonté, Georgiana, mais je m'aperçois que j'en suis reconnaissant au-delà de toute mesure. »
Georgiana sentit des larmes piquer ses yeux, car c'était Sébastien sans armure, sans la glace qui l'enveloppait habituellement, et elle serra ses doigts autour des siens et dit « Aucun de nous n'a choisi ce mariage, mais peut-être pouvons-nous choisir ce que nous en faisons. » Sébastien porta sa main à ses lèvres et déposa un baiser sur ses jointures, le geste courtois mais ses yeux intenses. Et il dit « J'aimerais beaucoup cela. » Ils restèrent là dans le grand salon avec son élégance froide et ses portraits observateurs. Mais Georgiana pensa à la serre avec sa chaleur, sa vie et ses plantes en croissance, pensa à l'orchidée qu'il avait épinglée à sa cape ce matin-là, et elle comprit qu'ils avaient franchi un seuil invisible, que l'homme devant elle n'était plus simplement le duc qui avait embrassé une autre femme, tout en la fixant dans les yeux, mais quelqu'un qui pourrait, avec du temps et de la patience, devenir quelque chose de plus. La chapelle de la famille Ashford se tenait sur une colline surplombant le domaine, un petit bâtiment en pierre avec des vitraux qui captaient le soleil couchant et le transformaient en rivière de couleurs, or, rubis et saphir ruisselantes sur le sol ancien. Et Georgiana descendit la courte allée au bras de son frère, ayant l'impression de se mouvoir dans un rêve. Il n'y avait que 20 invités rassemblés dans les bancs en bois, la famille et les amis proches plutôt que les centaines qui auraient assisté à un grand mariage mondain, et elle était reconnaissante de cette intimité, reconnaissante que cette cérémonie soit observée par des gens qui leur voulaient du bien, plutôt que par des commères avides de disséquer chaque expression et chaque geste. Sa robe était en soie ivoire qui chuchotait contre le sol en pierre, et elle avait eu le souffle coupé lorsque la couturière la lui avait montré pour la première fois, car le corsage et les manches étaient recouverts d'une délicate broderie d'orchidées, des fleurs roses pâles et violettes si réalistes qu'elle s'attendait à moitié à ce qu'elles libèrent leur parfum, et sa femme de chambre lui avait dit que le duc lui-même avait demandé le motif, avait passé 1 heure avec la couturière pour décrire exactement ce qu'il voulait. Maintenant, alors qu'elle s'approchait de l'hôtel où attendait Sébastien, elle toucha l'une des fleurs brodées et sentit son cœur se gonfler, car c'était la preuve qu'il avait pensé à elle, planifié ce détail, voulant qu'elle porte quelque chose de beau le jour de leur mariage. Sébastien se tenait droit et solennel dans son manteau sombre et son gilet ivoire, son foulard noué avec précision, mais quand il se tourna pour la voir approcher, quelque chose changea dans son expression. Un certain adoucissement autour de ses yeux qui le fit paraître plus jeune, moins accablé, et Georgiana sentit des larmes piquer ses yeux, car elle ne s'attendait pas à de la tendresse de sa part, s'était préparée à une froide formalité. La cérémonie se déroula dans un flou de mots prononcés par le vieux vicaire qui avait baptisé Sébastien et son père avant lui, les phrases familières du service de mariage prenant un nouveau poids appliqué à sa propre vie, puis vinrent les vœux, le moment où tout deviendrait irrévocable. Le vicaire se tourna vers Sébastien et demanda « Voulez-vous prendre cette femme pour épouse, pour vivre ensemble selon l'ordonnance de Dieu, dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, la réconforter, l'honorer et la garder dans la maladie comme dans la santé, et renonçant à toutes les autres, ne vous attachez qu'à elle aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. » Georgiana retint son souffle, attendant que Sébastien récite les mots comme une simple formalité. Mais au lieu de cela, il la regarda droit dans les yeux, soutint son regard avec une intensité qui fit disparaître le reste de la chapelle, et dit « Je le veux » avec une telle conviction qu'elle sentit les mots dans sa poitrine comme un contact physique. Ses yeux bleus glaciers étaient chauds sous la lumière colorée des vitraux, et elle y vit quelque chose qui aurait pu être une promesse ou une supplique, et quand son propre tour de prononcer les vœux arriva, sa voix ne trembla que légèrement, alors qu'elle se consacrait à cet homme qui l'avait blessée, puis lui avait montré des profondeurs de sentiments inattendus. Le vicaire les déclara mari et femme. Sébastien glissa une alliance en or à son doigt, puis ils redescendaient l'allée ensemble, sa main chaude sur la sienne posée sur son bras,
et Georgiana pensa que peut-être ce mariage pourrait devenir quelque chose de plus que l'arrangement froid qu'elle avait craint. Le déjeuner de noces eut lieu dans la véranda. La serre agrandit de murs de verre temporaires pour accueillir des tables chargées de délices et des orchidées fleurissantes partout, transformant l'espace en quelque chose de magique. Georgiana comprit que Sébastien avait choisi cet endroit délibérément, avait voulu l'épouser dans l'espace où ils avaient appris à se parler, où il lui avait donné la première orchidée, et lui avait dit qu'elle était forte, et elle se sentit submergée par la prévenance de ce geste, par cette preuve qu'il se souciait de son bonheur. La duchesse douairière se leva pour porter un toast à la fin du repas, ses yeux perçants passant de Sébastien à Georgiana, et vice-versa. Et elle leva son verre et dit d'une voix qui porta jusqu'au moindre recoin de la pièce. « À mon petit-fils, qui a enfin cessé de fuir le bonheur, et à son épouse, qui a le courage de l'attraper. » Les invités rirent et applaudirent, et Sébastien tendit la main sous la table pour prendre celle de Georgiana, ses doigts s'entrelaçant avec les siens dans un geste qui semblait à la fois intime et naturel, et elle serra en retour, sentant l'espoir se déployer dans sa poitrine comme les orchidées qui les entouraient. L'après-midi s'estompa en soirée, les invités partirent avec des félicitations et des embrassades, et finalement Georgiana se retrouva seule dans ses appartements, sa femme de chambre l'aidant à quitter sa robe de mariée pour une chemise de nuit en soie blanche et dentelle, ses cheveux brossés et lâchés sur ses épaules. Puis la femme de chambre fut partie, et elle se tenait près de la fenêtre, regardant la neige commencer à tomber doucement sur les jardins assombris. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de cette nuit, si Sébastien maintiendrait la distance qu'il avait promise au bal en disant qu'il ne serait un mari que de nom et de devoir, ou si la chaleur qu'elle avait vue dans ses yeux pendant les vœux signifiait que quelque chose avait changé entre eux. Son cœur martelait contre ses côtes, alors qu'elle s'asseyait sur le bord du lit, les mains jointes sur ses genoux pour les empêcher de trembler, et elle fixait la porte verrouillée qui reliait sa chambre à celle de Sébastien, cette barrière qui s'était dressée entre eux depuis son arrivée au manoir d'Ashford. Des minutes passèrent, ou peut-être des heures. Le temps semblait avoir perdu tout sens. Puis elle entendit du mouvement dans la chambre de Sébastien, des pas traversant le sol, et son souffle se coupa dans sa gorge. Le bruit de la serrure qui s'ouvrait fut fort dans le silence, un claquement métallique qui sembla résonner dans les deux pièces, puis la porte s'ouvrit vers l'intérieur, et Sébastien se tenait dans l'embrasure, portant encore ses vêtements de mariage, bien qu'il ait retiré son manteau et desserré son foulard, et dans sa main, il tenait une seule orchidée, rose pâle avec des centres violets, la préférée d'Elisa, et Georgiana comprit la signification du geste, comprit qu'il lui offrait ce morceau de son passé comme un moyen d'avancer dans leur avenir. « Puis-je entrer, Georgiana ?» dit-il doucement, sa voix rauque d'émotion. « Non parce que le devoir l'exige, mais parce que je le veux, parce que je m'aperçois que je ne peux supporter l'idée de passer une autre nuit seule alors que tu es si proche. » Le cœur de Georgiana se gonfla jusqu'à ce qu'elle pense qu'il pourrait éclater de sa poitrine, et elle tendit la main vers lui, sa voix stable malgré les larmes qui montaient à ses yeux, alors qu'elle répondait « Je t'attendais, Sébastien, non par obligation, mais par espoir. » Il franchit le seuil à pas lents, ses yeux ne quittant jamais son visage, et il referma la porte derrière lui avec un léger déclic, isolant le reste du monde, créant un espace qui n'appartenait qu'à eux. Il posa l'orchidée sur la table de chevet, puis il s'agenouilla devant elle, ses mains venant encadrer son visage avec une telle douceur qu'elle retint son souffle, et il se pencha et l'embrassa. Ce n'était rien de comparable au baiser cruel qu'il avait donné à Emmeline, tout en fixant Georgiana à travers une salle de bal bondée. Rien de comparable à cette performance calculée, destinée à blesser et à établir une distance. Au contraire, ce baiser était tendre et prudent, comme si elle était quelque chose de précieux qui pourrait se briser si on la manipulait brusquement. Et elle se sentit fondre en lui, ses mains venant s'agripper à ses épaules,
alors qu'il approfondissait le baiser avec un son léger qui aurait pu être du soulagement ou de l'abandon. « Je suis désolé », murmura-t-il contre ses lèvres, son front reposant contre le sien, pour le bal, pour la froideur, pour t'avoir fait douter de ta valeur ne serait-ce qu'un instant. Tu es extraordinaire, Georgiana, et j'ai été un imbécile de ne pas le voir immédiatement. Elle l'embrassa de nouveau en guise de réponse, car les mots semblaient inadéquats. Puis ses mains étaient dans ses cheveux, et les siennes poussaient son gilet de ses épaules, et ils se dirigèrent ensemble vers le lit, avec une fin qui les surprit tous les deux. Il fut doux avec elle, patient face à sa nervosité, ses mains et sa bouche apprenant son corps avec une attention respectueuse, murmurant contre sa peau des mots tendres qui la firent rougir et se cambrer sous son contact. Et quand il la fit enfin sienne en vérité, la brève douleur fut engloutie par le plaisir et par la profonde intimité d'être unie à une autre personne, de regarder dans les yeux de Sébastien et de ne pas y voir de la glace mais de la chaleur, non pas de la distance mais de la présence. Et elle comprit que c'était ce que le mariage pouvait être, lorsqu'il était construit sur une affection croissante plutôt que sur une froide obligation. Après, ils restèrent enlacés dans les draps, la lueur du feu projetant des ombres sur leur peau, et Sébastien traçait des motifs sur son épaule avec un doigt, son expression distante d'une manière qui serra la poitrine de Georgiana d'inquiétude. Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face entièrement et demanda doucement « À quoi penses-tu » Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait peut-être pas, mais ensuite il prit une inspiration frémissante et dit « Je n'ai jamais raconté à personne toute la vérité sur la nuit de la mort d'Eliza. Emmeline en connaît une partie et a utilisé ce qu'elle sait pour me manipuler. Mais il y a des choses que j'ai gardées enfermées parce que la honte était trop grande pour être exprimée. » Georgiana prit sa main et la pressa contre son cœur, le laissant sentir le battement régulier sous sa paume. Et elle dit « Raconte-moi, Sébastien. Laisse-moi t'aider à le porter. » Alors il lui raconta, sa voix se brisant par moments, comment Eliza l'avait supplié de s'enfuir cette nuit-là parce que sa famille la forçait à épouser un comte âgé qui paierait leurs dettes, comment la rencontre sous l'orage était censée être leur fugue, comment il était arrivé à la folie pour la trouver folle de désespoir. Il lui raconta comment il avait hésité, avait pensé au scandale et à la ruine qui s'abattrait sur les deux familles s'ils s'enfuyaient, avait suggéré qu'ils attendent et trouvent une voie légitime. Et Eliza l'avait regardé avec la dévastation dans les yeux et avait hurlé qu'il ne l'aimait pas assez pour tout risquer. « Elle a couru sous l'orage, » dit Sébastien, sa voix à peine un murmure. « Et je l'ai poursuivie, mais elle était si rapide et la pluie si forte que je pouvais à peine voir, et quand je l'ai finalement trouvée, elle s'était effondrée dans la boue près de la rivière, trempée et grelottante, et je l'ai ramenée à la maison. Mais le mal était fait. La fièvre s'est installée en quelques jours et elle est morte en me maudissant, en me disant que je l'avais tuée avec ma lâcheté, que si je l'avais vraiment aimée, je l'aurais choisie plutôt que les convenances. » Georgiana sentit des larmes couler sur ses joues et elle serra Sébastien plus fort, alors que son corps était secoué de sanglots silencieux, cet homme fier se laissant enfin pleurer la jeune fille qu'il avait aimée et perdue. « Ce que tu n'aurais pas pu savoir, » continua Sébastien quand il put de nouveau parler, « c'est qu'Emmeline avait orchestré tout le complot de la fugue. Elle a encouragé Eliza à me poursuivre même si nous étions tous les deux promis ailleurs. Elle nous a aidés à organiser des rencontres secrètes. Et j'ai appris plus tard qu'elle avait espéré que le scandale d'une fugue la débarrasserait de la sœur qui l'éclipsait en beauté et en charme. Eliza a toujours été la favorite de leur père, et Emmeline en voulait. Quand Eliza est morte, Emmeline a eu besoin de détourner sa propre culpabilité, alors elle m'a blâmé. Et je l'ai laissé faire parce que je pensais que je méritais le blâme, pensais que si j'avais juste été plus courageux ou plus décisif, Eliza serait encore en vie.
Georgiana lui caressa les cheveux, le visage, laissant son contact parler de réconfort quand les mots semblaient insuffisants, et elle dit doucement « Eliza était morte de maladie, Sébastien, pas de chagrin d'amour, de lâcheté ou de toute faute de ta part. Elle a fait le choix de courir sous un orage, et la tragédie a suivi, mais cela ne te rend pas responsable. » Sébastien leva la tête pour la regarder, les yeux rouges de larmes, et il dit « J'ai porté cette culpabilité pendant 6 ans. Je me suis puni, et je t'ai puni par extension. Mais tu m'as montré, Georgiana, que peut-être je mérite une seconde chance au bonheur, si tu veux bien me l'accorder. » Georgiana prit son visage entre ses mains et dit avec ferveur « Alors que cela se termine ce soir, choisissons tous les deux la vie, choisissons l'espoir, choisissons-nous l'un l'autre. Plus de fantômes, Sébastien. Seulement nous. » Il l'embrassa de nouveau, profondément et passionnément, et elle sentit les dernières barrières entre eux s'effondrer. Le sentit se donner à elle entièrement, sans l'armure de la culpabilité ou le poids du passé, et quand ils firent de nouveau l'amour, ce fut plus lent, plus profond, une revendication et une reddition tout à la fois. Plus tard, alors qu'il somnolait dans la lueur du feu, les bras de Sébastien enroulés autour d'elle et le parfum de l'orchidée remplissant la pièce, Georgiana regarda la porte ouverte entre leurs chambres, cette porte qui avait été verrouillée si longtemps, et elle comprit qu'elle symbolisait plus qu'un simple accès physique. Elle représentait la volonté de Sébastien de la laisser entrer dans les pièces verrouillées de son cœur, de partager le fardeau de son chagrin et l'espoir de son avenir. « Comment ai-je pu te mériter ?» murmura-t-il contre ses cheveux, « après tout ce que j'ai fait. » Georgiana sourit et se tourna pour déposer un baiser sur sa mâchoire et répondit « Peut-être que nous méritions tous les deux une seconde chance. La question est de savoir ce que nous en ferons. » Sébastien resserra ses bras autour d'elle et dit « Je t'aimerai, Georgiana. Je passerai chaque jour de notre vie ensemble à te montrer que tu as fait le bon choix en me défendant, en croyant que je pouvais être plus que l'homme brisé qui t'a blessé. » Elle se blottit contre sa poitrine, écoutant son cœur battre régulièrement sous son oreille, et dehors la neige continuait de tomber, recouvrant le monde de blanc, couvrant les anciennes cicatrices d'une nouvelle promesse, et elle pensa que peut-être leur mariage, qui avait commencé avec une telle cruauté et une telle douleur, pourrait se transformer en quelque chose de beau après tout, quelque chose qui valait l'attente et la blessure, quelque chose qui fleurirait comme les orchidées que Sébastien soignait avec tant de soin dans leur sanctuaire de verre. Le pamphlet apparut dans tous les salons à la mode de Londres en un seul jour, ces pages passant de main en main avec le genre d'horreur jubilatoire que la société réservait aux scandales vraiment spectaculaires, et quand Sébastien l'apporta à Georgiana dans la serre où elle lisait parmi les orchidées, son visage était cendré, et ses mains tremblantes alors qu'il lui tendait les pages « Bon marché ». La véritable histoire du scandale Ashford proclamait le titre en lettres sensationnalistes, et en dessous un récit détaillé de la relation de Sébastien avec Eliza, qui tordait chaque fait en quelque chose de sordide, affirmant qu'il avait séduit une jeune fille innocente avec des promesses de mariage, l'avait abandonnée lorsqu'elle était devenue gênante, puis l'avait assassinée pour la réduire au silence, forçant Lady Georgiana Fairfax au mariage pour se donner une couverture respectable et détourner les soupçons. Les mots étaient du poison déguisé en vérité, des détails suffisamment précis pour convaincre les lecteurs mais présentés de manière à suggérer les pires interprétations possibles, et Georgiana sentit sa poitrine se serrer en lisant, car elle comprit immédiatement que c'était la vengeance d'Emmeline, que la femme qui avait perdu sa bataille pour la culpabilité et le patronage de Sébastien avait décidé de le détruire publiquement si elle ne pouvait pas le contrôler en privé. Sébastien arpentait la longueur de la serre comme un animal en cage, ses mains se crispant et se détendant à ses côtés, et il dit d'une voix tendue de fureur et de désespoir « Je ne veux pas que tu sois touchée par cette saleté, Georgiana. Tu devrais retourner dans ta famille.
Laisse-moi affronter cela seul. La société finira par se lasser du scandale et passera à de la chair fraîche, mais il n'y a aucune raison que tu souffres pour mon passé. Georgiana posa le pamphlet avec une précision minutieuse et se leva, traversant la serre jusqu'à l'endroit où Sébastien s'était arrêté près des orchidées, et elle prit son visage entre ses mains et le força à la regarder. « Je suis ta femme, » dit-elle fermement. « Nous affrontons cela ensemble, ou pas du tout. Tu voulais m'épargner le scandale du baiser de minuit, mais au lieu de cela, tu m'as donné quelque chose de plus précieux. La chance de me tenir à tes côtés en tant qu'égal, et je ne la gaspillerai pas en m'enfuyant quand les choses deviendront difficiles. » Sébastien couvrit ses mains des siennes, ses yeux scrutant son visage comme pour en mémoriser chaque détail, et il dit « La société sera vicieuse. Ils diront des choses terribles sur toi, sur nous deux. » Georgiana releva le menton dans ce geste qui lui était devenu familier, cette expression de détermination qui la faisait ressembler à une reine affrontant une armée, et elle répondit « Alors qu'ils disent des choses terribles sur nous deux, je suis ta femme et tes batailles sont les miennes. » La duchesse douairière fut d'accord avec l'évaluation de Georgiana lorsqu'ils se réunirent dans la bibliothèque ce soir-là pour planifier leurs réponses, les yeux perçants de la vieille femme pétillant de fureur alors qu'elle lisait le pamphlet, puis le jetait dans le feu où il se recroquevilla et noircit. « Nous assisterons au bal des Tilney demain soir, » annonça la douairière. « C'est le premier grand événement de la saison, et tout Londres y sera si nous nous cachons. Ils supposeront que les accusations ont du mérite. Mais si nous apparaissons ensemble, unis, nous leur montrons que ce poison n'a aucun pouvoir sur nous. » Georgiana sentit son estomac se nouer à l'idée d'affronter 500 invités qui auraient tous lu le pamphlet, qui seraient tous à l'affût de signes de culpabilité, de honte ou de discorde. Mais elle hocha la tête et dit « J'aurais besoin d'une robe qui fasse une déclaration. » La douairière sourit, un sourire vif et féroce, et répondit « J'ai exactement ce qu'il faut. Elle était à moi quand j'avais ton âge, et elle a intimidé de meilleures personnes que ces commères provinciales. » Les 24 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs, la femme de chambre de Georgiana ajustant la robe de bal de la douairière à sa plus petite taille, la robe d'un profond bleu saphir qui faisait ressortir encore plus les yeux de Georgiana, plus décolletée qu'elle n'en porterait normalement, mais la douairière insista. « Tu dois avoir l'air d'une duchesse, mon enfant, pas d'une jeune fille effrayée. » Et Sébastien s'exerçant à ce qu'il dirait s'il était confronté, bien que Georgiana puisse voir la tension dans ses épaules, la façon dont sa mâchoire restait serrée, peu importe à quel point il essayait de paraître détendu. Elle passa des heures seule dans sa chambre à répéter son propre discours, les mots qu'elle avait élaborés depuis la lecture du pamphlet, sa voix tremblant au début, mais devenant plus forte avec la répétition, et elle pensa au baiser de minuit, à se tenir seule près d'une colonne de marbre pendant que Sébastien embrassait Emmeline et la fixait dans les yeux, et elle puisa de la force dans le fait d'avoir survécu à cette humiliation et de pouvoir survivre à celle-ci également. La salle de bal des Tilney était décorée en rouge et ors, des couleurs agressives qui semblaient conçues pour enflammer les passions plutôt que de les apaiser. Et quand Sébastien et Georgiana arrivèrent dans l'embrasure de la porte, l'immense espace entier se tut, 500 visages se tournant vers eux avec des expressions allant de la curiosité avide à l'hostilité ouverte. Georgiana serra si fort le bras de Sébastien qu'elle sut qu'elle laisserait des marques à travers son habit de soirée, mais elle garda son visage composé, sereine même, alors qu'ils descendaient les quelques marches menant à la salle de bal et que la foule s'écartait devant eux comme la mer Rouge devant Moïse, les invités reculant pour créer un couloir de jugement qu'ils devaient traverser. Les murmures commencèrent immédiatement, sifflant à travers l'espace comme le vent dans les feuilles mortes. « Avez-vous lu le pamphlet » disaient-ils. « Imaginez forcer cette pauvre fille à l'épouser » disaient-ils. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le mariage Ashford » disaient-ils.
et Georgiana sentit chaque mot comme une pierre lancée dans son dos, mais elle continua de marcher, gardant le menton haut et la colonne vertébrale droite. La main de Sébastien couvrit la sienne sur son bras, chaude et stable, et elle le sentit vibrer de tension, ses instincts protecteurs en guerre avec sa connaissance que toute explosion ne ferait qu'alimenter le scandale. Ils atteignirent le centre de la salle de bal, cette vaste étendue de parquet poli où les couples danseraient bientôt, et Georgiana sut que c'était le moment, sut que si elle attendait plus longtemps, son courage lui ferait défaut. Alors elle lâcha le bras de Sébastien et s'éloigna de lui vers l'estrade de l'orchestre à l'autre bout de la pièce. Ses jambes semblaient être en haut, chaque pas nécessitant un effort conscient, et l'espace semblait s'étendre autour d'elle jusqu'à ce qu'elle se sente totalement exposée. 500 paires d'yeux la transperçant comme un contact physique. Mais elle pensa au visage de Sébastien quand il lui avait donné la première orchidée, pensa à la façon dont il avait déverrouillé la porte entre leurs chambres et demandé la permission d'entrer, pensa à tous les petits actes de confiance et de tendresse qui s'étaient construits entre eux, et elle se força à avancer. Elle atteignit l'estrade, se tourna pour faire face à la foule, et d'une voix qui commença incertaine mais devint plus forte, elle demanda à l'orchestre de suspendre son accordage. Le chef d'orchestre, l'air surpris, leva sa baguette pour le silence, et soudain toute la salle de bal retint son souffle, attendant. Georgiana regarda la mer de visages, trouva celui de Sébastien parmi eux, son expression un mélange de fierté et de terreur. Et elle commença à parler. « Mon mari a aimé Eliza Dashwood avec la passion de la jeunesse, » dit-elle, et la foule haleta car personne ne s'attendait à ce qu'elle reconnaisse la relation directement. Sa mort fut une tragédie due à la maladie et non à la malveillance, et ceux qui voudraient profiter du deuil déshonorent sa mémoire plus que n'importe quelle personne vivante ne pourrait jamais le faire. Le silence était absolu maintenant, pas même le bruissement d'un éventail ou le chuchotement de la soie, et Georgiana sentit la puissance affluer dans sa voix alors qu'elle continuait. « Je me tiens devant vous en tant que duchesse d'Ashford, choisie non pas pour couvrir un scandale, mais pour construire un avenir avec un homme que j'ai appris à aimer et à respecter. L'amour et la perte ne sont pas des scandales, ce sont des expériences humaines. Mon mari pleure un ancien amour tout en construisant un nouveau, et j'honore à la fois la femme qui m'a précédée et le mariage que nous créons ensemble. » Elle vit un mouvement dans la foule, vit le visage blanc d'Emmeline près du fond, et elle regarda directement la femme qui avait essayé de les détruire, et dit « Ceux qui ne peuvent comprendre une telle complexité en révèlent plus sur leur propre cœur que sur le nôtre. Ceux qui répandent du poison sur les morts le font parce qu'ils n'ont aucune beauté dans leur propre vie à célébrer. Je ne resterai pas ici à nier que mon mari a aimé une autre femme. Je vous dirai plutôt que sa capacité à ressentir profondément est ce qui m'a attiré vers lui, que son chagrin témoigne de la profondeur de son cœur et que je suis fier d'être sa femme. » Le discours se termina, et pendant un long moment, personne ne bougea, personne ne respira, et Georgiana sentit ses genoux commencer à trembler, car peut-être avait-elle mal calculé, peut-être n'avait-elle fait qu'empirer les choses, mais alors la duchesse douairière se mit à applaudir, lentement et délibérément, ses mains ridées se joignant avec des claquements secs qui résonnèrent dans la salle de bal, et un par un, d'autres invités se joignirent à elle, le son s'amplifiant comme une vague jusqu'à ce que tout l'espace en retentisse. Georgiana vit des larmes couler sur le visage de Sébastien, alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule vers elle, vit l'expression d'Emmeline passer du choc à la rage, puis à la peur alors que d'anciens amis se détournaient d'elle, la snobant avec la précision que seule la société pouvait maîtriser, puis Sébastien fut là, ses mains encadrant son visage, et il dit d'une voix étranglée par l'émotion « Tu es magnifique, je t'aime. Je ne te mérite pas, mais je passerai ma vie à essayer de l'être. » L'orchestre, sentant le moment venu, se mit à jouer.
et Sébastien entraîna Georgiana sur la piste pour une valse, et elle réalisa avec un sursaut qu'il était minuit, la même heure où il avait embrassé Emmeline en la fixant dans les yeux. Mais maintenant, il la tenait dans ses bras et la regardait avec un tel amour qu'elle se sentit à bout de souffle devant la beauté de la chose. « Tu es ma femme », murmura-t-il alors qu'il tournait au rythme de la musique. « Ma partenaire, mon égale, mon amour. Quand j'ai embrassé Lady Emmeline en te regardant, j'essayais de te repousser, de prouver que j'étais incapable d'aimer, mais ce soir, tu m'as montré que j'avais tort. Je suis capable d'aimer parce que je t'aime désespérément. » Georgiana lui sourit, les larmes brouillant sa vision, mais son cœur si plein qu'elle pensa qu'il pourrait éclater, et elle répondit « Alors montre-le-moi, Sébastien, pas avec des mots ou de grands gestes, mais avec toute une vie. » D'autres couples les rejoignirent sur la piste, la salle de bal se transformant d'arène hostile en célébration, et Georgiana entrevit Emmeline fuyant à travers la foule, son beau visage laïde de défaite, mais elle ne ressentit aucun triomphe, seulement le soulagement que ce chapitre soit enfin clos. La duchesse douairière regardait depuis le bord de la piste avec satisfaction, et plus tard, elle dirait à Georgiana qu'elle n'avait jamais été aussi fière de quelqu'un de toute sa vie. Que le discours avait été parfaitement calibré pour reconnaître la vérité tout en la recadrant d'une manière que la société pouvait accepter. Que Georgiana avait pris ce qui aurait pu être leur destruction et l'avait transformé en leur victoire. Sébastien serra Georgiana plus près, alors que la valse continuait, sa joue pressée contre sa tempe, et il murmura « Je ne te mérite pas, mais je passerai chaque jour à être reconnaissante que tu aies choisi de te tenir à mes côtés. » Elle tourna la tête pour déposer un baiser sur sa mâchoire et dit « Nous nous sommes choisis l'un l'autre, c'est ce que signifie le mariage. Pas le contrat que nos pères ont signé, mais la décision quotidienne de rester ensemble à travers le scandale, la joie et tout ce qu'il y a entre les deux. » La musique s'enfla, et d'autres invités les regardèrent, avec des expressions non plus hostiles, mais approbatrices, voire émues, et Georgiana comprit qu'ils avaient franchi un seuil invisible, que le baiser de minuit qui avait commencé leur histoire, avec une telle cruauté, s'était transformé en cette valse de minuit, cette déclaration publique d'unité et d'amour dont on se souviendrait longtemps après que le scandale se soit estompé. Le pamphlet serait oublié d'ici un mois, rejeté comme les divagations amères d'une femme jalouse, mais l'image du duc et de la duchesse d'Ashford dansant ensemble à minuit, tandis que le tout Londres applaudissait, deviendrait une légende, chuchotée dans les salons comme un exemple de véritable partenariat, et les jeunes filles soupireraient devant le romantisme de la chose, sans jamais connaître la douleur qui avait précédé la beauté. Quand la valse se termina, Sébastien s'inclina sur la main de Georgiana avec une précision courtoise, puis l'emmena hors de la piste à travers des invités qui souriaient et hochaient la tête en signe d'approbation, et ils récupérèrent la douairière et partirent dans la nuit d'hiver, la neige commençant à tomber alors que leur voiture les ramenait au manoir d'Ashford. Dans l'intimité de la voiture, Sébastien attira Georgiana dans ses bras et l'embrassa avec une intensité désespérée, ses mains dans ses cheveux et son corps tremblant, et quand il la relâcha enfin, il dit « J'étais prête à les affronter seul, à laisser leur haine déferler sur moi comme je le fais depuis 6 ans. Mais tu t'es tenu à mes côtés, tu m'as défendu et tu as tout transformé. Comment as-tu trouvé un tel courage ?» Georgiana se blottit contre sa poitrine, écoutant son cœur battre la chamade sous son oreille, et elle dit honnêtement « Je l'ai trouvé en toi, dans la façon dont tu m'as montré que les gens peuvent changer, que les erreurs passées ne définissent pas le bonheur futur. Tu m'as donné la serre, les orchidées et la porte déverrouillée. Tu m'as donné ta propre personne, et cela valait la peine de se battre. » La douairière sourit depuis son siège en face d'eux et dit « Vous deux êtes d'un romantisme nauséabond, mais je suppose que c'est préférable à l'alternative. Maintenant, veuillez vous souvenir que je suis présente et gardez vos démonstrations d'affection à des niveaux socialement acceptables. » Ils rirent,
la tension de la soirée se brisant enfin. Et Georgiana pensa que c'était ça, la famille, cette chaleur, cette acceptation et cette volonté de se serrer les coudes contre le monde, et elle était reconnaissante au-delà de toute mesure que le baiser de minuit, qui avait semblé être la fin de tout espoir, avait plutôt été le début de tout ce qu'elle n'avait jamais su désirer. Le printemps arriva au manoir d'Ashford comme une bénédiction. Les jardins qui avaient été gelés et stériles tout l'hiver éclatant soudain de couleurs, des jonquilles perçant les dernières plaques de neige, et les arbres déployant de tendres feuilles vertes qui captaient la lumière du soleil et semblaient briller de l'intérieur. Et Georgiana se tenait dans la serre, entourée d'orchidées en pleine floraison, des violets, des roses, des blancs et des jaunes, créant une tapisserie vivante de beauté. Et pressa sa main sur son ventre encore plat, en essayant de trouver le courage d'annoncer à Sébastien la nouvelle qu'elle avait confirmée avec le médecin ce matin-là. Elle était mariée depuis 3 mois d'un bonheur si profond qu'il l'effrayait parfois, car sûrement rien d'aussi parfait ne pouvait durer. Sûrement le destin trouverait un moyen de lui arracher cette joie, comme il avait arraché Eliza à Sébastien toutes ces années auparavant. Et maintenant, elle portait en son corps la preuve de leur amour, un enfant qui naîtrait à l'automne, quand les feuilles deviendraient dorées et que l'air se ferait vif. Sébastien arriva comme il le faisait chaque matin, se débarrassant de son manteau et retroussant ses manches pour s'occuper des orchidées, qui étaient devenues aussi essentielles pour lui que de respirer, et il sourit en la voyant, cette expression ouverte et sans défense qui faisait encore bégayer son cœur parce qu'elle se souvenait trop bien du duc glacial qui avait embrassé une autre femme tout en la fixant dans les yeux, et annonçait que son cœur était ailleurs. « Bonjour, dit-il, s'approchant pour l'embrasser avec une tendresse qui ne manquait jamais de la faire se sentir chérie, puis, remarquant quelque chose dans son expression, « Qu'y a-t-il? Est-il arrivé quelque chose ?» Georgiana prit sa main et la posa sur son ventre, sa propre main recouvrant la sienne, et elle dit simplement « Je suis enceinte, Sébastien. Nous allons avoir un bébé. » Les mots semblèrent entendre flotter dans l'air entre eux, suspendus dans la chaleur humide de la serre, et elle regarda les émotions se succéder sur son visage, le choc laissant place à l'émerveillement, puis à une joie pure et incandescente, et puis des larmes coulaient sur ses joues, et il tombait à genoux devant elle, ses mains étalées sur son ventre, son front pressé contre le tissu de sa robe. « Un enfant, dit-il, la voix brisée. Notre enfant. Et puis, Georgiana, je n'aurais jamais pensé, après tout, je ne mérite pas ce bonheur. » Elle lui caressa les cheveux, de la soie sombre sous ses doigts, et dit doucement « Peut-être qu'aucun de nous ne mérite le bonheur, Sébastien. Mais nous pouvons choisir de l'accepter quand il arrive, et cet enfant n'est pas un fardeau ou une obligation, mais un cadeau, une promesse de l'avenir que nous construisons ensemble. » Sébastien leva les yeux vers elle, son visage mouillé de larmes et quelque chose comme de la peur dans les yeux, et il dit « Et si quelque chose tournait mal, et si je te perdais comme j'ai perdu Eliza, je ne pourrais pas y survivre. » Georgiana s'agenouilla à côté de lui sur le sol de la serre, l'odeur de la terre et des orchidées les entourant, et elle prit son visage entre ses mains et dit fermement « Tu ne me perdras pas. Je suis forte et en bonne santé, et j'ai les meilleurs médecins de Londres à ma disposition. Mais plus que cela, je t'ai-toi, et j'ai bien l'intention d'être ici pour voir notre enfant grandir et vieillir à tes côtés. Alors chasse ces peurs, mon amour. Nous avons assez pleuré le passé. Maintenant, nous célébrons l'avenir. » Il l'embrassa alors avec une intensité désespérée, ses mains dans ses cheveux et son corps tremblant. Et quand il la relâcha enfin, il rit, le son surpris et ravi, et il dit « Nous allons être parents, tu vas être une mère, je vais être un père. » Et soudain, l'avenir qui avait semblé si incertain lorsqu'ils s'étaient mariés s'étendait maintenant devant eux,
plein de possibilités. Ce soir-là, après le dîner, Sébastien demanda à Georgiana de le rejoindre dans la bibliothèque, et elle le trouva arpentant le sol devant le feu avec une expression de détermination nerveuse qui lui rappela les premiers jours de leur mariage, lorsque chaque interaction était chargée de tension et de douleur inexprimée. Il s'arrêta quand elle entra et prit ses mains dans les siennes, et il dit sans préambule, « Veux-tu m'épouser à nouveau ?» Georgiana cligna des yeux, confuse, et répondit, « Nous sommes déjà mariés. » « Sébastien, ou as-tu oublié la cérémonie d'il y a 3 mois ?» Il sourit, ce demi-sourire en coin qui le faisait paraître jeune, malgré ses 29 ans, et expliqua. Notre premier mariage était un devoir et un contrat, une formalité légale pour satisfaire les souhaits de nos pères et les attentes de la société. Mais je veux t'épouser à nouveau, Georgiana, cette fois purement par amour, avec des vœux que nous écrirons nous-mêmes, qui parleront de qui nous sommes vraiment et de ce que nous nous promettons vraiment. Georgiana sentit ses yeux se remplir de larmes, car c'était si parfaitement Sébastien, ce désir de refaire leur commencement maintenant qu'ils comprenaient ce qu'ils signifiaient l'un pour l'autre. Et elle dit, « Oui, oui, je t'épouserai à nouveau. Je t'épouserai autant de fois que tu le souhaiteras. » Ils passèrent les 3 jours suivants à écrire leurs vœux, Georgiana assise à son secrétaire, avec du papier et de l'encre, barrant des phrases qui sonnaient trop formelles ou trop fleuries. Luttant pour trouver des mots adéquats pour exprimer la profondeur de ce qu'elle ressentait, se décidant finalement pour des promesses simples et puissantes qui venaient de son cœur plutôt que de sa tête. Sébastien travaillait dans la serre, entouré de ses orchidées, et elle le trouvait parfois fixant le vide avec un stylo à la main, perdu dans ses pensées, et elle savait qu'il était aux prises avec le même défi, essayant de distiller des mois de transformation en phrases qui captureraient l'essence de leur amour. La cérémonie eut lieu un samedi soir au coucher du soleil, la serre remplie d'une lumière dorée qui faisait briller les murs de verre comme si toute la structure était faite de soleil capturé, et Georgiana portait une simple robe vert printemps avec des fleurs dans les cheveux au lieu d'un voile. Pas de bijoux ni de coiffure élaborée, juste elle-même telle qu'elle était vraiment. Sébastien portait des manches de chemise et un gilet, pas de manteau ni de foulard, et la duchesse douairière était assise sur une chaise près de la porte, servant de seul témoin, ses yeux perçants adoucis par l'émotion. Ils se tenaient face à face, les mains jointes, les orchidées fleurissant autour d'eux en une profusion glorieuse, et Sébastien commença à parler, sa voix rauque de sentiment. « Je promets d'ouvrir chaque porte entre nous, » dit-il, ses yeux ne quittant jamais le visage de Georgiana. « Je promets de te voir vraiment, chaque jour de notre vie. Je promets de t'aimer plus que je ne crains d'être blessé. Je promets de construire un avenir digne de toi. » Et puis, la voix brisée, « J'étais morte avant toi, Georgiana. Tu m'as ramenée à la vie. » Georgiana sentit des larmes couler sur ses joues alors qu'elle répondait avec ses propres vœux. « Je promets de me tenir à tes côtés dans les salles de bal et dans les batailles. Je promets de croire en toi quand tu ne peux pas croire en toi-même. Je promets de soigner notre amour aussi soigneusement que tu soignes ces orchidées, avec patience, attention et foi en ce qui fleurira. Puis, en serrant ses mains, nous nous sommes ramenés à la vie l'un l'autre, Sébastien. C'est ce que fait l'amour. » La duchesse douairière murmura. Il était temps, quand ils s'embrassèrent. Et Georgiana rit contre la bouche de Sébastien, goûtant le sel de leurs larmes mêlées, et elle pensa que cette cérémonie, privée, simple et entièrement à eux, était plus significative que le mariage formel dans la chapelle ne l'avait été, car c'était leur choix, leur déclaration, leur promesse faite sans aucune ombre de devoir ou d'obligation. Après la cérémonie, Sébastien conduisit Georgiana à un établi où il avait préparé un pot de terre riche et à côté duquel se trouvait une petite orchidée, ses racines soigneusement enveloppées,
une variété hybride, expliqua-t-il, qu'il cultivait depuis des mois, croisant deux espèces différentes pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Nous la planterons ensemble, dit-il, et nous la nommerons en ton honneur, pour la grâce que tu m'as montrée et l'avenir que nous construisons. Et ainsi, ils s'agenouilla au Arente, côte à côte sur le sol de la serre, leurs mains jointes autour du pot, alors qu'ils installaient l'orchidée dans la terre. Et Sébastien la baptisa la grâce de Georgiana, et Georgiana pensa à leur enfant grandissant en elle, une autre nouvelle création née de leur union. Et elle comprit qu'ils plantaient plus que des fleurs, ils plantaient l'espoir, la continuité et la promesse que l'amour pouvait fleurir même après le plus rude des hivers. Les jours qui suivirent furent dorés, la grossesse de Georgiana progressant sans complications, Sébastien devenant de plus en plus protecteur et tendre, la douairière se déclarant entièrement satisfaite de la situation et planifiant déjà la nurserie. Le printemps s'approfondit en début d'été, les jardins explosant de roses et de lavandes, et un soir, Georgiana trouva Sébastien dans la serre à une heure inhabituelle, près de minuit, debout parmi les orchidées, avec une expression pensive. Elle le rejoignit, glissant sa main dans la sienne, et il l'attira près de lui, enroulant ses bras autour d'elle par derrière, ses mains reposant sur le doux gonflement de son ventre qui commençait à peine à se voir. « Me pardonnes-tu » demanda-t-il doucement. « Pour cette nuit-là, pour le baiser, pour tout ce que j'ai fait pour te blesser ?» Georgiana se tourna dans ses bras pour lui faire face, et elle vit dans ses yeux qu'il avait besoin d'entendre cela, avait besoin de l'absolution qu'elle lui avait déjà donnée 100 fois par des actes, sinon par des mots. « Il n'y a rien à pardonner, » dit-elle, le regardant avec tout l'amour qu'elle ressentait flamboyant dans son expression. « Cette nuit m'a mené à toi. Je la revivrai 1000 fois si cela signifiait finir ici dans tes bras. » Sébastien prit son visage entre ses mains, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait. Et il dit, « J'ai embrassé une autre femme, à minuit en te regardant. C'est la chose la plus cruelle que j'ai jamais faite. » Georgiana sourit, cette expression sereine qui était devenue son armure et sa vérité, et elle répondit, « Tu as embrassé une autre femme à minuit en me regardant. C'était le début de notre histoire. La cruauté fut temporaire, mais l'amour est éternel. » Quelque part dans la maison, une horloge commença à sonner minuit, le son se propageant à travers les fenêtres ouvertes de la serre, et Sébastien pencha la tête pour l'embrasser, alors que les coups comptaient l'heure. 1, 2, 3. Et ce baiser n'avait rien à voir avec ce premier baiser de minuit. Rien à voir avec la cruauté performative qu'il avait infligée pour la repousser et établir sa distance émotionnelle. Au contraire, celui-ci était tendre et profond et plein de promesses, un baiser qui parlait de partenariat, de passion et de l'intimité profonde qu'ils avaient construite ensemble au fil des mois passés à apprendre le cœur de l'autre. 4, 5, 6, les coups continuèrent, et Georgiana se pressa plus près de Sébastien, ses mains dans ses cheveux, son corps s'ajustant contre le sien, comme s'ils avaient été conçus spécifiquement l'un pour l'autre. 7, 8, 9. Et elle pensa à cette jeune fille en robe rose thé, se tenant seule près d'une colonne de marbre pendant que son fiancé l'humiliait publiquement, pensa au chemin qu'ils avaient tous deux parcouru depuis ce moment de dévastation. 10, 11, 12, le dernier coup retentit et Sébastien leva la tête, son front reposant contre le sien, leur souffle se mêlant dans l'air chaud de la serre. « Je t'aime, » dit-il, sa voix féroce de conviction. « Je ne cesserai jamais de le dire parce que j'ai passé trop de temps silencieux, trop longtemps enfermé derrière des murs de culpabilité et de chagrin. Mais tu as démoli ces murs avec ta compassion, ton courage et ton refus d'accepter rien de moins que mon cœur tout entier. » Georgiana l'embrassa de nouveau, doucement et suavement, et dit, « Alors dis-le pour toujours, Sébastien. Je ne me lasserai jamais de l'entendre. Et sache que je t'aime tout aussi férocement,
tout aussi complètement. Tu es mon mari, mon partenaire et le père de mon enfant, et je te choisis chaque jour, non parce qu'un contrat l'exige, mais parce que mon cœur l'exige. » Ils se tenaient ensemble dans la serre, entourés d'orchidées en fleurs, la grâce de Georgiana qu'ils avaient plantée ensemble montrant déjà des signes de nouvelle croissance, et à travers les murs de verre, ils pouvaient voir la lune se lever sur le manoir d'Ashford, une lumière argentée baignant les jardins et les anciens murs de pierre. Et Georgiana pensa que c'était cela le bonheur, ce moment calme avec l'homme qu'elle aimait, cette certitude qu'ils avaient construit quelque chose de réel et de durable à partir des décombres de ce baiser de minuit. Sébastien avait essayé de la repousser cette nuit-là au bal des Whitmore, avait essayé de prouver qu'il était incapable d'aimer, avait utilisé la cruauté comme un bouclier contre la possibilité d'une douleur future. Mais son plan n'avait échoué de manière spectaculaire, parce que Georgiana avait vu à travers la cruauté l'homme brisé en dessous, avait choisi de comprendre plutôt que de condamner, lui avait offert la grâce alors qu'il méritait le jugement. Et ce faisant, lui avait donné la permission de guérir, de grandir, d'aimer à nouveau. L'orchidée qu'Eliza avait aimée, rose pâle avec des centres violets, fleurissait à proximité, et Georgiana tendit la main pour la toucher doucement, honorant la mémoire de la jeune fille qui avait aimé Sébastien la première, la jeune fille dont la mort l'avait presque détruit, mais dont le souvenir l'avait aussi, paradoxalement, préparé à apprécier la force et la compassion que Georgiana offrait, car le deuil lui avait appris la valeur de l'amour, lui avait appris à ne pas tenir le bonheur pour acquis, lui avait appris à chérir ce qu'il avait, tant qu'il l'avait. « Nous devrions rentrer, » dit Sébastien à contre-cœur. « Tu as besoin de repos. Le médecin a dit que tu ne devais pas te fatiguer. » Georgiana rit et se mit sur la pointe des pieds pour lui embrasser la mâchoire et répondit « Je suis enceinte, Sébastien. Pas faite de verre filé, mais oui, allons nous coucher. » Et ils marchèrent main dans la main de la serre à la maison, à travers des couloirs non plus froids, mais chauds, des preuves de leur vie partagée, des portraits, des fleurs et des livres qu'ils avaient lus ensemble. Et quand ils atteignirent leurs appartements, la porte entre leurs chambres était ouverte comme elle l'avait été depuis leur nuit de noces, cette barrière symbolique définitivement retirée. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans le lit, le clair de lune entrant par les fenêtres et la main de Sébastien reposant possessivement sur la courbe de son ventre, Georgiana pensa au baiser de minuit qui avait tout commencé. Pensa à la façon dont ce qui avait semblé être une fin avait en fait été un commencement. Et elle comprit que parfois les moments les plus cruels de la vie étaient en fait des cadeaux déguisés, des opportunités de transformation qui ne seraient jamais venues par des chemins plus faciles. Sébastien avait embrassé une autre femme tout en la fixant dans les yeux, avait annoncé que son cœur était ailleurs, avait semblé déterminé à faire de leur mariage une froide formalité. Mais sous cette cruauté se cachait un homme blessé, terrifié à l'idée de risquer à nouveau son cœur. Et Georgiana avait vu cette peur et avait choisi de la démanteler pièce par pièce, avec patience et compréhension, jusqu'à ce que Sébastien n'ait plus de défense, jusqu'à ce qu'il se tienne devant elle, complètement vulnérable et complètement à elle. L'enfant en elle bougea, un battement comme des ailes de papillon, et Georgiana pressa plus fermement la main de Sébastien sur son ventre pour qu'il puisse le sentir aussi, et sa brusque inspiration lui dit qu'il l'avait senti. « Notre enfant, » murmura-t-il avec émerveillement, « notre avenir. » Elle se tourna pour le regarder au clair de lune, ses traits adoucis par l'ombre et par l'amour, et elle dit « Notre enfant, notre avenir, notre choix. Et c'est la différence, Sébastien. Nous choisissons cela. Nous choisissons l'un l'autre. Nous choisissons l'amour plutôt que la peur et l'espoir plutôt que le deuil, et ce choix transforme tout. » Il lui embrassa la tempe, la joue, les lèvres, murmurant des mots tendres et des promesses entre chaque baiser, et Georgiana ferma les yeux et se laissa glisser dans le sommeil, entourée de chaleur, de sécurité et de la certitude profonde qu'elle était aimée, qu'elle était chérie, que le baiser de minuit
qui avait semblé détruire son avenir, lui avait plutôt donné tout ce qu'elle n'avait jamais su désirer, un partenaire qui la voyait vraiment, un amour qui avait été testé et prouvé, et un bonheur qui fleurirait comme des orchidées dans la serre, beau, résilient et entièrement à eux.